Je m'appelle Joseph. J'ai 45 ans. Et le moment où mon frère a enfoncé le visage de ma fille de 10 ans dans son gâteau d'anniversaire a été le moment où j'ai perdu toute ma famille. Mais avant de vous parler de la conséquence cataclysmique qu'aucun d'eux n'a vu venir et de la façon dont j'ai acheté leur dignité pour exactement $1, je veux que vous me disiez d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez comprendre le gâteau. Ce n'était pas seulement de la farine, des œufs et du sucre. C'était 3 nuits blanches. C'était ma rédemption. À 35 ans, j'étais ce que mon père, Arthur, appelait le rebut de la famille. Ma femme était décédée 3 ans auparavant, me laissant avec une montagne de dettes médicales et une petite fille nommée Lily, qui avait les yeux de sa mère et un cœur trop fragile pour ce monde. J'avais perdu mon emploi dans un cabinet d'architecture parce que je prenais trop de jours de congé pour m'occuper de ma femme mourante. Pour garder les lumières allumées, je travaillais 60 heures par semaine comme manœuvre sur des chantiers de construction. Mes mains, autrefois habituées à dessiner de délicats plans, étaient maintenant calleuses, gercées et constamment couvertes de poussière de plâtre. Mais pour le 10e anniversaire de Lily, je voulais lui offrir de la magie. Nous n'avions pas d'argent pour un voyage à Disney ou le dernier iPad, alors j'ai utilisé la seule chose qu'il me restait, mon talent. J'ai passé 72 heures à sculpter un château en pâte à sucrer en génoise. C'était une merveille architecturale, structurellement renforcée par des chevilles en chocolat caché, mais la pièce maîtresse était tout en haut. J'avais passé 6 heures à tirer le sucre à la main pour créer une orchidée cristalline parfaite. C'était la fleur préférée de sa mère. Elle avait l'air si réelle que si vous la fixiez assez longtemps, vous auriez juré qu'elle se balançait dans la brise. J'ai murmuré au gâteau avant que nous quittions notre appartement exigu. Maman est toujours avec toi, Lily. Nous sommes arrivés au domaine de mes parents en début d'après-midi. Mon père, Arthur, et ma mère, Eleanor, vivaient dans une vaste maison coloniale qui sentait le vieil argent et le jugement. Ils nous ont à peine remarqués. Ma mère a offert à Lily une étreinte raide, s'inquiétant plus pour son chemisier en soie que pour sa petite fille, tandis que mon père a juste regardé sa montre. « Où est Marcus » a grommelé mon père, arpentant le patio. Il a dit qu'il serait là à midi. Marcus, mon frère aîné, l'enfant prodige. Marcus était tout ce que je n'étais pas, du moins aux yeux de mes parents. Il était le PDG de l'entreprise de construction familiale, un poste dont il a hérité, pas qu'il a mérité. Il était à pas accent grave-l'œil, bruyant et prospère. Du moins, en apparence. Nous avons attendu 2 heures. La glace fondait. Lily était assise tranquillement dans sa robe de fête, tripotant l'ourlet, et essayant de ne pas paraître déçue. Puis nous l'avons entendu, le rugissement agressif d'un moteur. Une Lamborghini Huracan jaune vif a déboulé dans l'allée, dérapant légèrement avant de s'arrêter sur le gravier. Le visage de mon père s'est illuminé comme s'il voyait le Messie. Marcus est sorti, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture et des lunettes de soleil qui cachaient ses yeux injectés de sang. Il était ivre, à 14 heures un samedi. La fête est arrivée, a crié Marcus, jetant ses clés au voiturier, qui n'était en fait que le jardinier de la famille. Il a titubé vers nous, apportant avec lui l'odeur de scotch cher et de cigares froids. « Tu es en retard » ai-je dit, la voix tendue. Lily attendait. Marcus a ri. Un son sec et aboyant. « Détends-toi, Joey. Le temps, c'est de l'argent, et j'en gagne beaucoup. » Contrairement à certains. Il a ébouriffé agressivement les cheveux de Lily, défaisant les tresses que j'avais mis 1 heure à faire. « Joyeux anniversaire, gamine. Tonton Marcus s'est amené lui-même. » C'est ça, le cadeau. Il n'a pas apporté de cadeau. Bien sûr que non. Nous nous sommes rassemblés autour de la table du patio pour la découpe du gâteau. J'ai apporté le chef-d'œuvre. La lumière du soleil a frappé l'orchidée en sucre, la faisant scintiller comme un diamant. Lily a halté, ses mains volant à sa bouche. « Papa » a-t-elle murmuré. « C'est magnifique. » Ma mère a reniflé. « Un peu excessif, n'est-ce pas ? Tout ce sucre. » « C'est impressionnant, Joseph » a admis mon père, bien que cela semblait lui faire mal de le dire. « Tu as toujours été bon en travaux manuels. » Marcus se balançait sur ses pieds, fixant le gâteau avec un ricanement. La jalousie émanait de lui. Il ne pouvait pas supporter que pendant 5 secondes,
l'attention ne soit pas sur lui ou sa voiture. On dirait une maison de poupée, a bredouillé Marcus, s'appuyant lourdement sur la table. Tu as fait ça? Sérieusement? Mon Dieu, Joey, ça a l'air si efféminé. Les vrais hommes construisent de vraies maisons. Ils ne jouent pas avec des bonbons. C'est pour ma fille, Marcus, ai-je dit, m'interposant entre lui et Lily. Recule. Oh, le grand homme, a raillé Marcus, protégeant sa petite princesse et son château de fées. Puis c'est arrivé. C'est arrivé si vite, mais dans ma mémoire, ça se déroule au ralenti. Marcus a tendu la main. J'ai cru qu'il allait prendre un morceau de glaçage. Au lieu de cela, sa main s'est projetée et a saisi l'arrière de la tête de Lily. Regardons ça de plus près, a-t-il hurlé. Il a enfoncé son visage avec force. Il ne l'a pas simplement poussé dans la génoise moelleuse. Il a fracassé son visage directement dans l'étage supérieur, droit dans l'orchidée en sucre cristallisé et durci. Crac. Le son n'était pas celui du gâteau qui se brisait. C'était le son des éclats de sucre, tranchant comme du verre, se brisant contre l'os et la peau. Lily n'a pas crié immédiatement. Il y a eu une seconde de silence total. Puis elle a retiré sa tête. Le château était démoli, mais cela n'avait pas d'importance. Le sang coulait sur le visage de Lily. Les éclats de sucre avaient agi comme des shrapnels. Un gros morceau lui avait ouvert la joue juste sous l'œil. Un autre était incrusté dans son front. Le glaçage blanc est devenu rouge instantanément. Puis est venu le cri. Un son de pure terreur et de douleur qui a déchiré mon âme en deux. Oups, a gloussé Marcus. Il a vraiment gloussé. On dirait un clown. Regardez-la. Joyeux anniversaire. Un voile rouge a envahi ma vision. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas calculé. J'ai juste réagi. J'ai bondi par-dessus la table, faisant tomber le gâteau en ruine sur les dalles de pierre. Mon poing a heurté la mâchoire de Marcus avec la force de 10 ans de rage refoulée. Il a été projeté en arrière, s'écrasant dans les rosiers primés de ma mère. Ses lunettes de soleil ont volé, révélant ses yeux écarquillés et choqués. Il a reculé en rampant, ressemblant à un rat effrayé. Espèce de fou, a hurlé ma mère, mais elle n'a pas couru vers Lily. Elle a couru vers Marcus. Elle s'est agenouillée dans la terre, époussetant les pétales de rose de son costume. Marcus, chéri, ça va? Il t'a fait mal? Oh, mon Dieu, ton costume. Je tenais Lily, pressant une serviette sur sa joue pour arrêter le saignement. Elle tremblait, sanglotant contre ma poitrine. Papa, ça fait mal. Ça fait mal. Comment oses-tu? A tonné la voix de mon père. Arthur se tenait au-dessus de moi, le visage violet de rage. Comment oses-tu mettre la main sur ton frère pour un stupide morceau de gâteau? Je l'ai regardé, du sang sur ma chemise. Le sang de ma fille. Il l'a blessé, papa. Regarde son visage. Il lui a fracassé le visage contre du sucre en verre. C'était une blague, a rugi mon père. C'était une farce d'anniversaire. Mais toi, tu es violent. Tu as toujours été jaloux de lui. Jaloux de son succès, jaloux de sa voiture, jaloux qu'il soit 2 fois l'homme que tu ne seras jamais. Il est ivre, ai-je craché. Et il est un danger pour un enfant. Il est le PDG de cette famille, Arthur a pointé un doigt tremblant vers le portail. Sors. Sors de ma maison. Avec plaisir, ai-je dit, soulevant Lily dans mes bras. Et ne reviens pas, a crié mon père derrière moi. N'ose pas remettre les pieds sur cette propriété avant d'être prêt à te mettre à genoux et à t'excuser auprès de ton frère pour l'avoir embarrassé. Je me suis arrêté au bord de l'allée. Je les ai regardés. Ma mère époussetait Marcus, le cajolant comme s'il était la victime. Marcus souriait d'un air suffisant, essuyant un filet de sang sur sa lèvre, me regardant avec un triomphe pur. Mon père se tenait là comme une statue du jugement. Je ne m'excuserai pas, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Et Arthur, tu viens de perdre le seul fils qui se souciait vraiment de toi. J'ai mis Lily dans ma berline cabossée. En partant, j'ai vu Marcus donner un coup de pied dans les restes du gâteau, les envoyant dans l'herbe. Je ne le savais pas alors, mais c'était le début de la fin pour eux et le début d'un long et sombre chemin pour moi.
Les lumières de la salle d'urgence étaient d'un blanc aveuglant. Elles bourdonnaient avec un faible son électrique qui semblait forer directement dans mon crâne. Lily était assise sur la table d'examen, ses petites jambes pendantes, se balançant nerveusement d'avant en arrière. Le médecin, une femme gentille aux yeux fatigués, a terminé de poser le dernier point de suture sur la joue de Lily. 3 points de suture, 3 fils noirs tissés à travers la peau tendre de ma fille de 10 ans. Ça laissera une cicatrice, a dit doucement le médecin en retirant ses gants en latex. C'est une coupure irrégulière. Nous avons fait de notre mieux, mais le sucre a agi comme du verre. C'est allé en profondeur. J'ai caressé les cheveux de Lily. Elle avait enfin cessé de pleurer, épuisée par le traumatisme. C'est une cicatrice de guerre, bébé, ai-je murmuré, comme une princesse guerrière. Lily a touché le pansement délicatement. Mamie ne m'a pas aidé, a-t-elle dit. Sa voix était si petite, si confuse. Pourquoi est-ce que mamie a aidé tonton Marcus au lieu de moi? Cette question m'a brisé plus que la pauvreté, plus que la solitude du veuvage. C'était la prise de conscience que l'amour conditionnel de mes parents avait finalement été exposé à ma fille. Parce que ce sont des gens brisés, Lily, ai-je dit, la mâchoire serrée, et nous n'allons plus laisser leurs morceaux brisés nous blesser. En nous ramenant à la maison cette nuit-là, l'image du visage de mon père me brûlait l'esprit. Tu as toujours été jaloux de lui. L'ironie était amère. L'adoration de mon père pour Marcus n'était pas basée sur la réalité. Elle était basée sur un mensonge. Un mensonge qui avait commencé 15 ans plus tôt, quand j'étais à l'école d'architecture. Je me suis remémoré ce souvenir alors que les lampadaires défilaient. J'avais 22 ans, je travaillais sur ma thèse de fin d'études, le projet Skyline. C'était un concept révolutionnaire pour des logements urbains durables. J'y avais mis toute mon âme. Marcus, qui ratait son diplôme de commerce, était venu me rendre visite dans ma chambre d'étudiant. Il a vu les plans. Il a vu le potentiel. 2 semaines plus tard, lors d'un dîner de famille, mon père a annoncé que Marcus avait présenté un nouveau concept brillant au conseil d'administration de l'entreprise de construction familiale. Il a sorti mes plans. Marcus les avait photocopiés, avait effacé mon nom et mis le sien. Quand j'ai essayé de protester, mon père a ri. « Oh, Joseph, arrête. Tu n'as pas l'esprit des affaires ou une grande vision. Tu es un homme de détail. Marcus est un visionnaire. Apprends de lui. » C'est ce jour-là que j'ai appris que la vérité n'avait pas d'importance pour mon père. Seule l'image du succès comptait, et Marcus, avec son charisme et son manque de morale, était le miroir parfait de la vanité de mon père. J'ai chassé ce souvenir alors que nous nous garions devant notre immeuble. Maison était un mot généreux. C'était un appartement en sous-sol dans un quartier de la ville où les sirènes de police étaient la berceuse nocturne. Les fenêtres étaient au niveau de la rue, ce qui signifiait que nous avions vu sur les pneus des voitures garées et les pieds des piétons. Ça sentait perpétuellement le béton humide et le chou bouilli du voisin du dessus. « J'ai faim, papa », a dit Lily en entrant dans le salon sombre. Le gâteau d'anniversaire, notre dîner, était resté sur la pelouse du manoir, dévoré par les fourmis. J'ai ouvert le frigo. Une brique de lait, une demi-miche de pain et 2 œufs. Œufs brouillés et toast, ai-je dit, forçant une gaieté que je ne ressentais pas. Le petit déjeuner des champions. Cette nuit-là, après que Lily se soit enfin endormie, serrant un ours en peluche, je me suis assis à la petite table de cuisine bancale. J'ai sorti mon portefeuille. J'avais 43 $ pour nous faire tenir 10 jours. Le loyer était dû. La facture médicale pour les points de suture allait bientôt arriver. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de ma mère. « Joseph, ton père est très contrarié. Marcus a très mal. Si tu veux arranger ça, reviens demain seul. Nous pourrons discuter de ton statut d'héritier si tu t'excuses. » L'héritage? C'était toujours leur laisse. La promesse d'un futur argent pour contrôler mon comportement présent. J'ai regardé la silhouette endormie de Lily dans le coin de la pièce. J'ai regardé le pansement sur son visage. J'ai répondu, gardez l'argent. J'ai quelque chose de plus précieux dans cette pièce que ce que vous avez dans tout votre compte en banque. Puis j'ai bloqué le numéro. Le lendemain matin, la réalité de l'exil s'est installée. Je n'avais aucun filet de sécurité, aucun soutien familial. J'ai intensifié mon travail.
Je travaillais déjà de jour sur le chantier, transportant des sacs de ciment jusqu'à ce que mon dos hurle. Mais ce n'était pas assez. J'avais besoin de plus. J'ai trouvé un travail de nuit chez Imperial Suite, la pâtisserie la plus huppée de la ville. Ils ne m'ont pas embauché pour faire des gâteaux. Ils m'ont embauché pour récurer les sols et laver les bols de mixage de taille industrielle. Mon service commençait à 18 h, juste après que j'ai récupéré Lily chez la voisine qui la gardait, lui donnait à dîner et la couchait. Puis j'allais à la pâtisserie et je travaillais jusqu'à 2 h du matin. C'était épuisant. Mes mains étaient à vif à cause de la chaux du chantier, puis trempées dans l'eau de vaisselle pendant des heures. Ma peau a commencé à peler. Mes yeux avaient des cernes permanents. Mais il y avait quelque chose à propos de cette pâtisserie. En récurant les casseroles, j'observais les chefs pâtissiers. Je les regardais se battre avec la gravité. C'étaient des artistes, oui, mais ils n'étaient pas des ingénieurs. Un soir, environ 3 mois après mon exil, je passais la serpillière près du poste de décoration. Le chef pâtissier, Marco, jurait en italien. Il essayait d'assembler un gâteau de mariage à 5 étages, mais l'étage inférieur ne cessait de bomber sous le poids. « C'est trop lourd », a crié Marco en jetant une spatule. La structure est faible. J'ai arrêté de passer la serpillière. J'ai regardé le gâteau. Je n'ai pas vu de la génoise et de la crème. J'ai vu des murs porteurs et des contraintes de compression. Les chevilles ne sont pas alignées avec le centre de gravité, ai-je marmonné presque pour moi-même. Marco s'est retourné. « Que as-tu dit, le plongeur ?» Je me suis figé. J'avais besoin de ce travail. « Rien, chef. Juste les chevilles. Vous les avez en formation carrée, mais le gâteau est rond. La répartition du poids est inégale. Si vous utilisez une formation triangulaire avec un support central, la charge se transfère sur la base, pas sur le gâteau lui-même. » Marco m'a dévisagé. Les autres pâtissiers ont arrêté de travailler. Le silence était épais. Triangulaire. Marco a regardé le gâteau. Il m'a regardé. « Tu es un bâtisseur, n'est-ce pas ?» « Le jour, oui, chef. »« Lave-toi les mains, » a ordonné Marco. « Viens ici. » Cette nuit-là, je n'ai pas lavé une autre assiette. J'ai aidé Marco à rempiler le gâteau en utilisant un système de chevilles triangulaires. Il tenait parfaitement droit. C'était une petite victoire. Je suis retourné à l'évier la nuit suivante, mais une graine avait été plantée. Je n'étais pas seulement un manœuvre. J'étais un architecte. Et je commençais à réaliser que l'architecture ne s'appliquait pas seulement au béton et à l'acier. Elle s'appliquait au sucre et à la farine. J'ai économisé chaque centime. J'ai acheté des livres d'art pour Lily. Je me suis acheté des livres de pâtisserie avancée. Pendant ce temps, silence de ma famille. Pas d'excuses. Pas de nouvelles de Lily. J'ai entendu dire par des oui-dire que Marcus avait acheté une nouvelle voiture de sport. Qu'ils gardent leur voiture, pensais-je, en récurant une casserole brûlée jusqu'à ce que mes jointures saignent. Je construis quelque chose de plus solide. 6 mois après le début de ma double vie, la tempête a éclaté. C'était un mardi après-midi. J'étais à la pâtisserie plus tôt parce que la pluie avait arrêté le chantier de construction. L'atmosphère dans la cuisine était frénétique. La panique flottait dans l'air comme une odeur de sucre brûlé. La fille du maire Thompson se mariait le samedi. Imperial Suite avait été chargée de créer le gâteau de mariage du siècle. Il devait s'agir d'une réplique de 2 mètres de haut de la cathédrale Notre-Dame, mais le désastre avait frappé. Le chef Marco, la seule personne capable d'exécuter la structure, avait glissé sur un sol mouillé 1 heure auparavant. Il s'était cassé le bras droit et s'était déboîté l'épaule. Elena, la propriétaire de la pâtisserie, une femme féroce d'une 60aine d'années qui terrifiait tout le monde, faisait les 100 pas, parlant rapidement dans son téléphone. « Je ne peux pas annuler, Marco. C'est le maire. Nous perdrons le contrat. On nous poursuivra en justice. » Elle a raccroché violemment et a regardé l'équipe de jeunes pâtissiers terrifiés. Qui peut finir la structure? Qui sait comment suspendre les arcs-boutants pour qu'ils ne s'effondrent pas? Les pâtissiers ont regardé leurs pieds. Ils pouvaient faire de délicates fleurs à la poche à douille, mais ils ne comprenaient pas la physique. La structure que Marco avait commencé penchait dangereusement vers la gauche.
C'était un cauchemar structurel. J'étais debout près de l'évier, tenant un tampon à récurer. J'ai regardé le plan du gâteau épinglé au mur. Il était défectueux. Le design de Marco reposait sur des supports internes rigides qui se casseraient si le gâteau se tassait. Il fallait un système de suspension flexible. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'était le moment. Je peux le réparer, ai-je dit. Ma voix était plus forte que je ne l'avais prévu. Le silence s'est fait dans la cuisine. Elena a tourné son regard perçant vers moi. Vous, le plongeur? J'étudiais l'architecture, ai-je dit en m'avançant, essuyant mes mains mouillées sur mon tablier, et je travaille dans la construction. Je connais les structures porteuses. Le design de Marco est rigide. Le gâteau va se tasser et fissurer la pâte à sucre. Il vous faut une structure interne basée sur la tension. Elena a regardé la structure penchée, puis m'a regardé. Elle n'avait rien à perdre. Vous avez 2 heures, a-t-elle dit, sa voix comme de la glace. Si vous ruinez mes ingrédients, je le déduirai de votre salaire pour les 10 prochaines années. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai attrapé les tuyaux en PVC et les chevilles en bois. Je n'ai pas abordé cela comme un pâtissier. Je l'ai abordé comme un constructeur. J'ai créé un système en porte-à-faux pour les arcs-boutants. J'ai utilisé du chocolat noir fondu, qui durcit comme du ciment, pour souder les joints, les renforçant avec du fil de qualité alimentaire. J'ai travaillé en transe. Mes mains, habituellement maladroites de fatigue, étaient stables. J'ai ressenti la même montée d'adrénaline que je ressentais à l'école d'architecture. Je construisais. Je créais. À la fin des 2 heures, le squelette de la cathédrale se tenait rigide et parfait. J'avais même recalculé la répartition du poids pour les étages supérieurs. C'est prêt pour la génoise, ai-je dit en reculant. Elena a fait le tour de la structure. Elle l'a poussé doucement. Elle n'a pas vacillé. Elle l'a poussé plus fort. Elle a tenu bon. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois. Où avez-vous appris à faire ça? Mon frère construit des maisons qui s'effondrent, ai-je dit, un sourire sombre effleurant mes lèvres. J'ai appris à construire des choses qui tiennent debout. Nous avons fini le gâteau. Une fois la pâte à sucre appliquée et les détails peints, c'était à couper le souffle. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était de l'art. Le maire Thompson était ravi. Le mariage fut un triomphe. Le lundi, Elena m'a appelé dans son bureau. Je pensais que j'allais avoir des ennuis pour avoir outrepassé mes fonctions. Posez ce tablier, Joseph, a-t-elle dit en désignant une chaise. Vous avez fini de laver la vaisselle. Mon estomac s'est noué. Madame Elena, j'ai besoin de ce travail. J'ai une fille. Je ne vous licencie pas, idiot, a-t-elle lancé, bien que ses yeux fussent chaleureux. Je vous promeux. Je crée un nouveau poste, pâtissier structurel. Vous vous occuperez de l'ingénierie de toutes nos grandes commandes, et vous aiderez à les concevoir. Elle a fait glisser un morceau de papier sur le bureau. C'était un contrat. Le salaire était 3 fois supérieur à ce que je gagnais sur le chantier et au travail de plongeur combiné. Vous avez des mains en or, Joseph, a-t-elle dit doucement. Ne les gaspillez pas à nettoyer les dégâts des autres. J'ai fixé le chiffre sur le papier. J'ai pensé à la chambre en sous-sol de Lily. J'ai pensé à la voiture avec le voyant moteur allumé. J'ai pensé au texto de ma mère m'offrant des miettes. J'ai signé le papier. Ce fut le tournant. J'ai quitté le chantier le lendemain. Au cours des 5 années suivantes, je n'ai pas seulement travaillé pour Elena. J'ai révolutionné l'industrie. J'ai combiné mes connaissances en architecture avec la pâtisserie. Nous avons créé des gâteaux qui défiaient la gravité, des étages flottants, des châteaux rotatifs, des gratte-ciel comestibles. Finalement, Elena a voulu prendre sa retraite. Elle m'a proposé de me vendre la marque, mais j'avais une autre idée. Je voulais commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorerait les 2 femmes les plus importantes de ma vie. J'ai lancé JNL Structure, Joseph et Lily. Nous nous adressions à l'ultra-élite, aux milliardaires de la tech, à la royauté, aux célébrités. S'ils voulaient un gâteau qui ressemblait à un moteur en état de marche ou à une statue grandeur nature, ils venaient chez JNL. J'ai acheté un Pantouse en ville. Lily est allée dans la meilleure école privée.
Je conduisais une voiture modeste, mais j'avais un chauffeur pour les réunions avec les clients. Je bâtissais un empire. Pendant ce temps, je gardais un œil sur ma famille. Ce n'était pas difficile. Ils étaient toujours dans les nouvelles économiques locales, mais pour les mauvaises raisons. Les poursuites s'accumulent pour l'entreprise de construction familiale. Violation de sécurité sur un site local. Marcus était en train de couler l'entreprise. Il prenait des raccourcis, utilisait des matériaux bon marché et menait un style de vie que l'entreprise ne pouvait pas supporter. Mon père, aveuglé par son favoritisme, blâmait l'économie, le gouvernement, les travailleurs, tout le monde sauf son enfant prodige. J'ai attendu. Je savais que la structure était pourrie. Et comme tout mauvais bâtiment, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'effondre. 10 ans. Une décennie, c'est long. Assez de temps pour qu'une cicatrice sur le visage d'une fille s'estompe en une fine ligne blanche et assez de temps pour qu'une dynastie s'écroule. J'étais dans mon bureau au 40e étage, regardant la ligne d'horizon de la ville. Le groupe JNL s'était développé. Nous ne faisions plus seulement des gâteaux. Nous nous étions lancés dans l'organisation d'événements et, ironiquement, dans la conception architecturale de boutiques. J'avais reconquis mon rêve originel, financé par le sucre et la farine. Lily avait 20 ans maintenant, elle étudiait l'histoire de l'art en Europe. Elle était heureuse, confiante et farouchement indépendante. Elle se souvenait à peine de l'appartement en sous-sol, mais elle n'a jamais oublié l'oncle qui l'a blessée. Nous ne parlions jamais d'eux. Mon interphone a sonné. Monsieur, il y a une madame Rebecca qui demande un rendez-vous. Elle dit que c'est urgent. Elle n'a pas de réservation. Rebecca, la femme de Marcus. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. Je me souvenais d'elle comme d'une femme calme et timide qui semblait se ratatiner chaque fois que Marcus entrait dans une pièce. Faites-la entrer, ai-je dit. Quand la porte s'est ouverte, je l'ai à peine reconnue. Elle avait l'air épuisée. Ses vêtements de marque avaient quelques saisons de retard, et elle avait l'énergie frénétique d'un animal piégé. Joseph, a-t-elle soufflé, serrant un grand portefeuille en cuir. Merci de me recevoir. Mon Dieu, regarde cet endroit. Asseyez-vous, Rebecca, ai-je dit, restant derrière mon bureau. Comment va la famille? Elle a ri. Un son amer et déchiqueté. La famille? La famille est un navire qui coule, Joseph. Et les rats se mangent entre eux. Elle a claqué le portefeuille sur mon bureau. Je divorce. J'ai déposé la demande hier. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, bien que ce ne soit pas le cas. Ne le soit pas. J'aurais dû le faire il y a des années, mais il a menacé de prendre les enfants, Lucas et Ava. Il a dit qu'il m'enterrerait sous les frais de justice. Elle a pris une profonde inspiration tremblante. Mais il ne peut plus m'enterrer maintenant, parce que j'ai ça. Elle a ouvert le portefeuille. Il était plein de documents financiers, de copies de registres, de virements bancaires et de mets. Qu'est-ce que c'est? La preuve, a-t-elle dit. Marcus détourne de l'argent de l'entreprise depuis 7 ans. Il a siphonné près de 4 millions de dollars. Il a créé des sociétés écrans, de faux fournisseurs. Tout est là. Il a utilisé l'argent pour acheter les voitures, les vacances, les dettes de jeu. J'ai feuilleté les pages. C'était bâclé, arrogant. Marcus se croyait intouchable. Pourquoi m'apporter ça? Ai-je demandé en levant les yeux. Pourquoi pas à la police? Parce que si je vais à la police, les actifs de l'entreprise sont immédiatement gelés. Les banques saisiront tout. Il ne restera rien pour les fonds d'études de mes enfants. Rien pour que je puisse recommencer ma vie. Elle s'est penchée en avant, les yeux désespérés. Je sais que l'entreprise cherche un acheteur, un investisseur privé pour reprendre la dette et éviter la faillite. Ils sont désespérés. Ils ont une réunion avec une société de capital risque appelée Omicron Holdings demain. J'ai souri. Je sais. Je suis propriétaire d'Omicron Holdings. Les yeux de Rebecca se sont écarquillés. Vous? C'est une société écran que j'ai créée pour les acquisitions, ai-je expliqué. Je rachète leurs dettes depuis 18 mois. Rebecca, je suis actuellement leur plus grand créancier. Elle s'est rassise, stupéfaite. Vous aviez prévu ça. Je m'y suis préparé,
ai-je corrigé. Il y a une différence. Si vous achetez l'entreprise, a dit Rebecca, sa voix tremblante, qu'arrive-t-il à Marcus? Il va en prison, ai-je dit calmement. Ces documents que vous m'avez apportés, c'est le clou dans son cercueil. Mais je vais vous proposer un marché, Rebecca. Vous me donnez votre pleine coopération, et je créerai un fonds en fiducie pour Lucas et Ava. Ils ne souffriront pas des péchés de leur père. Je ne laisserai pas une autre génération d'enfants être blessés par cet homme. Des larmes coulaient sur son visage. Merci. C'est tout ce que je voulais. Je veux juste que mes enfants soient en sécurité. Une dernière chose, ai-je dit en fermant le dossier. Mon père est-il au courant? Rebecca a baissé les yeux. C'est le pire, Joseph. Arthur, il sait depuis 2 ans. Il a surpris Marcus en train de transférer des fonds, mais au lieu de l'arrêter, il l'a aidé à le couvrir. Il a hypothéqué la maison, la grande maison, pour boucher les trous dans les comptes afin que le conseil d'administration ne le découvre pas. Il a sacrifié sa propre retraite pour protéger son enfant prodige. J'ai senti une froideur s'installer dans ma poitrine, une prise de conscience finale et glaciale. Mon père n'était pas seulement une victime de la manipulation de Marcus. Il était un complice. Il avait choisi Marcus plutôt que l'honnêteté, plutôt que l'entreprise, et certainement plutôt que moi, encore et encore. Merci, Rebecca, ai-je dit en me levant. Rentrez chez vous, serrez vos enfants dans vos bras. Demain, tout change. Après son départ, j'ai appelé mon assistant, Sterling, qui était aussi mon conseiller juridique. Annulez mes réunions de demain matin, ai-je dit. Et appelez la société de transport. J'ai besoin d'une dépanneuse au 500 Oak Street à 9h précises. Une dépanneuse, monsieur? Oui. Et faites amener la Rolls-Royce. Je vais à une réunion. J'ai regardé les documents une dernière fois. Les chiffres étaient en noir et blanc, mais tout ce que je voyais était rouge. Le rouge du gâteau, le rouge du sang. Il était temps de recouvrer la dette. L'air du matin était vif. J'étais assis à l'arrière de la Fantôme, regardant les rues familières défiler. C'était le quartier où j'avais grandi, mais il me semblait maintenant un pays étranger. Nous sommes entrés dans le parking de Harrison Construction. Le bâtiment avait l'air fatigué. La peinture s'écaillait et l'aménagement paysager était envahi par la végétation. C'était une manifestation physique du leadership de mon père. Et elle était là, juste au centre des places de direction, occupant 2 espaces en diagonale. Une Lamborghini jaune vif. Ce n'était pas la même qu'il y a 10 ans. Il l'avait échangée, mais c'était la même arrogance. Même alors que l'entreprise brûlait, Marcus devait avoir l'air d'un roi. Arrêtez-vous ici, ai-je dit à mon chauffeur. Nous sommes restés au ralenti près de l'entrée. J'ai vérifié ma montre. 8h55. Une dépanneuse à plateau lourd a tourné au coin, ses gyrophares ambrés clignotants. Elle était à l'heure. Le chauffeur de la dépanneuse, un homme costaud nommé Mike que j'avais engagé personnellement, a reculé vers la Lamborghini. Je suis sorti de la Rolls-Royce. Mon costume était en laine italienne sur mesure, assez tranchant pour couper du verre. J'ai ajusté mes manchettes et j'ai regardé. Mike a accroché la Lamborghini. L'alarme s'est mise à hurler. Un cri perçant et rythmé qui a déchiré le silence matinal. Les portes d'entrée de l'immeuble de bureau se sont ouvertes en grand. Marcus est sorti en trombe, suivi de mon père. Qu'est-ce que vous foutez » a crié Marcus en courant vers le camion. Il avait l'air plus vieux, plus bouffi. Le gonflement dû à l'alcool était évident sur son visage. C'est une voiture à 200 000 $. Posez-la. Mon père, Arthur, était juste derrière lui, l'air frêle et gris. Je vais appeler la police. C'est du vol. Mike les a ignorés, treuillant la voiture sur le plateau incliné. Le pare-choc jaune a raclé bruyamment contre la rampe métallique. Une rayure, a hurlé Marcus. Vous l'avez rayé. Je vais vous poursuivre. Tu ne peux poursuivre personne, Marcus, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a percé le bruit. Ils se sont tous les deux retournés. Ils ont d'abord regardé la Rolls-Royce, confus. Puis ils m'ont regardé. Ça a pris un moment. 10 ans, c'est long. J'avais une barbe maintenant.
J'étais plus large. Je me tenais plus droit. Joseph, a murmuré mon père. Il a plissé les yeux comme s'il essayait de réconcilier le souvenir du manœuvre en t-shirt sale avec l'homme qui se tenait devant lui. Toi, a ricané Marcus, bien que ses yeux se soient dirigés nerveusement vers ma voiture. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as trouvé un travail de chauffeur pour les investisseurs? Il a ri, mais c'était un son faible et creux. Dis à ton patron de dire à cet idiot de poser ma voiture. Je n'ai pas de patron, Marcus, ai-je dit en marchant lentement vers eux. Et cette voiture ne t'appartient pas. Elle appartient à l'entreprise. Et comme l'entreprise est en défaut de paiement sur ses prêts, les actifs sont en cours de liquidation. Pour qui diable te prends-tu, a exigé Arthur, essayant de retrouver son ancienne autorité. On t'avait dit de ne jamais revenir. Je ne suis pas ici pour une visite, Arthur, ai-je dit froidement. Je suis ici pour la réunion de 9 heures. Je suis Omicron Holdings. Le silence qui a suivi était absolu. Le seul son était le cliquetis métallique du treuil resserrant les chaînes sur la Lamborghini. Toi. Tu es l'investisseur, a balbutié Arthur. Son visage est devenu pâle. Je suis le créancier, ai-je corrigé. Allons-nous à l'intérieur ou voulez-vous faire des affaires sur le parking pendant qu'il remorque le jouet de votre fils? Emmenez-la, Mike, ai-je signalé au chauffeur. Non. Non. Marcus a couru après le camion alors qu'il s'éloignait, mais il a rapidement abandonné, haletant. Il s'est retourné vers moi, le visage tordu de haine. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise. Voyons ce que disent les papiers, ai-je dit et je suis passé devant eux pour entrer dans le bâtiment. La salle de conférence sentait le café rassis et le désespoir. Ma mère, Eleanor, était là aussi. Elle a semblé choquée de me voir. Joseph, a-t-elle haleté en se levant. Elle a regardé mon costume. Puis mon père. Que se passe-t-il? Assieds-toi, Eleanor, a croassé Arthur, s'enfonçant dans sa chaise. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. Je me suis assis en bout de table. Mon avocat, Sterling, a posé une pile de dossiers. Allons droit au but, ai-je dit. Je sais que l'entreprise est insolvable. Je sais que vous devez 12 millions à la banque. Je sais que vous devez 3 millions aux fournisseurs, et je sais que vous avez 3 mois de retard sur les salaires. Nous avons juste besoin d'un prêt-relais, a dit Marcus, essayant de retrouver son calme. Il était assis en face de moi, en sueur. Nous avons de gros contrats à venir. Les tours Skyline. Le projet des tours Skyline est à l'arrêt depuis 6 mois parce que vous avez échoué à l'inspection structurelle, ai-je interrompu. Parce que vous avez utilisé du béton de mauvaise qualité. Marcus a tressailli. Je ne suis pas ici pour vous accorder un prêt, ai-je dit. Je suis ici pour acheter l'entreprise. Nous ne vendrons pas pour moins de 20 millions, a dit Arthur, essayant de négocier. La valeur de la marque à elle seule. La marque est toxique, ai-je dit. Je propose de prendre en charge toutes les dettes. Je paierai aux employés les salaires que vous leur avez volés. Je paierai les fournisseurs. Et qu'est-ce qu'on y gagne, a demandé Marcus avec avidité. Quelle est la contrepartie pour les propriétaires? J'ai mis la main dans ma poche. J'ai sorti un seul billet de $1, impeccable. Je l'ai posé sur la table en acajou et je l'ai fait glisser vers mon père. $1, ai-je dit. C'est une blague, Marcus a frappé la table de sa main. $1? Tu es fou? Ce n'est pas une blague, ai-je dit. C'est le prix de votre dignité. Prenez-le et je couvre les dettes. Laissez-le et je m'en vais. La banque saisit demain. Vous perdez la maison, les voitures, tout. Et vous ferez face à une enquête pour fraude sans avocat parce que vous ne pourrez pas vous en payer un. Fraude? La voix de ma mère tremblait. Quelle fraude? J'ai regardé Marcus. Il était blanc comme un linge. On y va, Marcus, ai-je demandé doucement. Où je dois montrer les diapositives. Marcus a regardé son père. Arthur a regardé la table, refusant de croiser le regard de quiconque. Signez les papiers, ai-je dit. Joseph, s'il te plaît, a plaidé ma mère. Nous sommes une famille. Une famille? J'ai ri. C'était un sang froid. Une famille,
ce sont les gens qui vous protègent. Vous l'avez regardé fracasser le visage de ma fille contre des éclats de verre et vous vous êtes inquiété pour son costume. Ne me parlez pas de famille. J'ai tapoté le billet d'$1. $1 pour tout. Tic-tac. Arthur a pris le stylo d'une main tremblante. Il a regardé Marcus, puis moi. Il a réalisé qu'il n'avait pas le choix. Il a signé. Fait, ai-je dit en me levant. Maintenant, sortez de ma chaise. L'encre était à peine sèche sur le contrat que l'atmosphère dans la pièce est passée du désespoir à la confusion. Mon père, Arthur, était affalé sur sa chaise, fixant le billet de $1 comme si c'était un serpent venimeux. Marcus faisait les 100 pas, se tordant les mains. D'accord, marmonna Marcus. Tu as acheté l'entreprise. Très bien. Tu as marqué ton point, petit frère. Maintenant, quel est le plan? Je suppose que je reste en tant que PDG. Je veux dire, je connais les clients. Tu as besoin de moi pour la transition. J'ai regardé Sterling, mon avocat. Sterling a réprimé un sourire narquois et a connecté son ordinateur portable au projecteur de la salle de conférence. Assieds-toi, Marcus, ai-je ordonné. Je dis juste que tu ne peux pas diriger ça sans moi, a insisté Marcus en tirant une chaise. Je suis la vision. La vision, ai-je répété. Sterling, diapositive 1, s'il vous plaît. Un tableur est apparu sur l'écran derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Marcus a plissé les yeux. C'est un registre des paiements à Golden Horizon Supply, ai-je dit. Un fournisseur qui a facturé à cette entreprise $4,2 millions au cours des 7 dernières années pour des matières premières. Et alors? Le béton coûte cher, a dit Marcus, bien que sa voix se soit cassée. Golden Horizon Supply n'existe pas, ai-je dit. C'est une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Le seul signataire, c'est toi, Marcus. Ma mère a halté. Marcus, de quoi parle-t-il? C'est un mensonge, a crié Marcus en se levant d'un bond. Il invente tout ça. Diapositive 2, ai-je dit. Des copies de virements bancaires sont apparues, de Golden Horizon directement à un concessionnaire de voitures de luxe, à un casino de Vegas, à un service de location de jet privé. Tu as volé $4 millions à l'entreprise, ai-je dit, ma voix s'élevant. Tu ne l'as pas seulement coulé. Tu l'as pillé. Tu as volé les travailleurs. Tu as volé le fonds de pension. Maman, ne l'écoute pas, a hurlé Marcus en regardant Eleanor. Et voici la partie la plus intéressante, ai-je dit en me tournant vers mon père. Diapositive 3. Une chaîne de mails est apparue. Elle datait d'il y a 2 ans. De Papa Arthur à Marcus. Sujet, l'audit. Marcus. Les auditeurs posent des questions sur les factures Horizon. J'ai déplacé $500 000 des comptes de retraite pour combler le trou. Règle ça. Si ta mère découvre que nous sommes ruinés, ça la tuera. Arrête d'acheter des voitures. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Ma mère a lentement tourné la tête vers mon père. Son visage était un masque d'horreur. Arthur, a-t-elle murmuré. Tu savais. Tu savais qu'il volait. Tu as pris notre argent de retraite? Arthur ne pouvait pas parler. Il a juste baissé la tête. Tu as hypothéqué la maison, ai-je dit en regardant ma mère. Tu penses que c'était pour le ralentissement du marché? Non. Papa a signé la 2e hypothèque pour couvrir les dettes de jeu de Marcus. Je devais le faire, a balbutié Arthur, des larmes coulant de ses yeux. C'est mon fils. Je ne pouvais pas le laisser aller en prison. Je pensais qu'il allait se ressaisir. Tu pensais. Tu pensais qu'il était l'enfant prodige, ai-je terminé pour lui. Tu as misé sur le mauvais cheval, papa. Tu as passé ta vie à me dire que j'étais le raté parce que Marcus a volé mes plans à l'université. Oui, je savais ça aussi. Et tu t'es convaincu qu'il était un génie, mais il n'était qu'un parasite. Je me suis approché du bout de la table. Marcus, tu es viré, ai-je dit, avec effet immédiat. La sécurité attend dehors pour t'escorter et la police attend dans le hall. J'ai transmis toutes ces preuves au procureur. La police? Les genoux de Marcus ont flanché. Il s'est agrippé à la table pour se soutenir.
Papa, fais quelque chose. Arthur n'a pas bougé. C'était un homme brisé. Et toi, Arthur, ai-je dit, tu es viré du conseil d'administration. Tu n'as pas de pension parce que tu as laissé Marcus la voler. Tu n'as pas d'action parce que tu viens de me les vendre pour $1. Joseph, a pleuré ma mère, tendant la main pour saisir la mienne. S'il te plaît, où irons-nous? La maison. La banque possède la maison, maman, ai-je dit en retirant ma main. Vous serez expulsé dans 30 jours. Je vous suggère de commencer à chercher un petit appartement. Peut-être cette résidence pour retraités dans l'est de la ville. J'ai entendu dire que c'est abordable. Comment peux-tu être si cruel, a-t-elle sangloté. Je suis ta mère. Cruel? Je me suis penché près d'elle. Cruel, c'est de regarder sa petite fille saigner et de s'inquiéter pour un costume. Cruel, c'est de laisser son fils vivre dans un sous-sol pendant que vous êtes assis dans un manoir financé par la fraude. Je ne suis pas cruel, mère. Je suis juste. C'est le monde que vous avez construit. Je vous laisse juste y vivre. Des gardes de sécurité sont entrés dans la pièce. Ils ont pris Marcus par les bras. Il pleurait maintenant, sanglotant comme un enfant, suppliant son père de l'aider. Mais Arthur fixait juste la table. Alors qu'il traînait Marcus dehors, je me suis tourné vers mes parents une dernière fois. Je garderai l'entreprise, ai-je dit. Je la renommerai. Je la rendrai honnête. Mais vous deux, vous avez terminé. Je suis sorti de la salle de conférence, les laissant dans le silence de leur propre ruine. En retournant à la Rolls-Royce, j'ai pris une profonde inspiration. L'air ne sentait pas la vengeance. Il sentait la justice. Les jours qui ont suivi le massacre de la salle de conférence ont été un tourbillon de paperasse juridique et de retombées publiques. Le cycle des nouvelles s'en est donné à cœur joie. Une dynastie locale de la construction s'effondre, criaient les gros titres. L'enfant prodige arrêté pour une fraude de plusieurs millions de dollars. Pour une fois, l'histoire ne portait pas sur le brillant Marcus et son malheureux frère. Elle portait sur le voleur et l'homme qui l'a arrêté. Mais la vraie histoire n'était pas dans les journaux. Elle se déroulait dans le silence du manoir de mes parents. Un silence qui allait être rompu par le marteau d'un commissaire-priseur lors d'une vente pour saisie. 30 jours. C'était le délai que la banque avait donné à Arthur et Eleanor pour quitter la propriété. Je ne suis pas allé là-bas pour les regarder emballer. Je n'avais pas besoin de les voir mettre leur argenterie dans des boîtes en carton pour savoir qu'ils souffraient. Mais ma mère, Eleanor, n'était pas prête à lâcher prise. Elle croyait encore que tout pouvait être arrangé avec un geste poli et un coup de balai sous le tapis. Elle croyait encore que la famille, sa définition du moins, pouvait être utilisée comme monnaie d'échange pour racheter son confort. 2 semaines après la prise de contrôle, un paquet est arrivé à mon Pentouse. Il était emballé dans un papier épais de couleur crème avec un ruban de soie. Cher, de bon goût. Il était adressé à Lily. Je me suis assis à l'îlot de ma cuisine, fixant la boîte. Lily était à l'université, donc j'étais le gardien. J'ai coupé le ruban avec un couteau à steak. À l'intérieur, nichée dans des couches de papier de soie, se trouvait une robe. C'était une robe de créateur, en soie bleu pâle, brodée à la main. L'étiquette de prix avait été laissée intentionnellement, j'en suis sûr. $2000. Glissée dans les plis de la soie se trouvait une lettre sur le papier à lettres personnelles de ma mère. Très chère petite fille, j'ai vu ceci et j'ai pensé à toi. C'est assorti à tes yeux. Je sais que les choses sont compliquées en ce moment, mais ton grand-père et moi, vous nous manquez terriblement. Nous déménageons dans un endroit plus petit et nous aurions vraiment besoin d'aide pour les frais de transition. Peut-être pourrais-tu parler à ton père. Il t'écoute. Nous voulons juste redevenir une famille. Amour, mamie. J'ai senti une vague de bile me monter à la gorge. Elle ne s'excusait pas. Elle ne demandait pas pardon pour les années de négligence ou pour avoir favorisé le fils qui les a volés à l'aveuglette. Elle essayait de soudoyer ma fille avec une robe pour atteindre mon portefeuille. Elle utilisait Lily comme un pion, tout comme Marcus avait utilisé son visage comme accessoire pour une blague. Je n'ai pas brûlé la robe. Ça aurait été trop émotionnel. Je devais être chirurgical. Je suis allé à mon coffre-fort. J'ai fouillé dans mes vieux dossiers, ceux que j'avais gardés des années d'exil.
J'ai trouvé ce que je cherchais. C'était un morceau de papier jauni et froissé. La facture des urgences d'il y a 10 ans. Patient, Lily. Procédure, réparation de lacération, faciale. Coût, 1200 $. J'avais payé cette facture en sautant des repas pendant un mois. J'ai plié la facture. J'ai remis la robe dans la boîte. J'ai ajouté la facture par-dessus la soie. Puis j'ai écrit une note de ma part. Mère, tu ne peux pas utiliser la soie pour couvrir la cicatrice que ton fils a créée. Tu as ignoré cette facture il y a 10 ans. Maintenant, tu ne peux pas te permettre la robe. Ne contacte plus ma fille. Si tu le fais, l'allocation mensuelle que j'ai gracieusement décidé de ne pas annuler disparaîtra. Profite bien de la maison de retraite. J'ai scellé la boîte et l'ai fait retourner par un coursier dans l'heure. Ce fut la dernière fois que ma mère a essayé de me manipuler. Le silence qui a suivi a été la première véritable paix que j'ai ressentie en une décennie. Mais faire table rase ne consistait pas seulement à punir les coupables. Il s'agissait de protéger les innocents. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Rebecca dans un café tranquille près du parc. Elle avait l'air différente. La terreur avait disparu de ses yeux, remplacée par un soulagement las. Elle tenait les mains de ses 2 enfants, Lucas, 8 ans, et Ava, 6 ans. Ils ressemblaient à Marcus. Ils avaient sa mâchoire, ses cheveux, mais ils n'avaient pas sa cruauté. C'étaient juste des enfants, confus de savoir pourquoi papa ne rentrait pas à la maison et pourquoi il devait déménager. Merci d'être venu, Joseph, a dit Rebecca en me tirant une chaise. Je tiens mes promesses, Rebecca, ai-je dit. J'ai fait glisser une enveloppe épaisse sur la table. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. J'ai liquidé la Lamborghini, ai-je dit, et j'ai vendu la résidence d'été que Marcus a achetée avec les fonds détournés. Légalement, cet argent appartient à l'entreprise, ce qui signifie qu'il m'appartient. Elle a baissé les yeux, honteuse. Je sais, il l'a volé. J'ai pris cet argent, ai-je continué, et j'ai créé un fonds en fiducie irrévocable pour Lucas et Ava. Ils couvrent leur éducation, leurs soins de santé et leurs frais de subsistance jusqu'à leurs 25 ans. L'allocation est généreuse. Vous n'aurez pas à lutter. Rebecca a ouvert l'enveloppe. Elle a vu les chiffres et a haleté, sa main volant à sa bouche. Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Joseph, pourquoi? Après tout ce que Marcus t'a fait. Ce sont ses enfants. J'ai regardé les enfants. Lucas dessinait sur une serviette. Ava mangeait un cookie. Ce sont ses enfants, ai-je convenu. Mais ce sont aussi tes enfants. Et ils sont de mon sang. Mon père m'a puni pour des péchés que je n'avais pas commis. Il a puni Lily parce qu'il ne m'aimait pas. Je brise ce cycle, Rebecca. Les péchés du père s'arrêtent ici. Je me suis penché plus près. Mais il y a une clause stricte dans la fiducie. N'importe quoi, a-t-elle dit. Marcus ne pourra jamais en toucher un centime. Pas pour une caution, pas pour un avocat, pas pour un paquet de cigarettes. S'il accède à cet argent, le fonds est dissous et va à une œuvre de charité. Comprenez-vous? Il ne le fera pas, a promis Rebecca, un regard dur apparaissant dans ses yeux. Il est en prison, Joseph. Et quand il sortira, il ne s'approchera pas de nous. J'ai déposé l'ordonnance restrictive hier. Bien. Je me suis levé et j'ai regardé les enfants une dernière fois. Dites-leur. Dites-leur que tonton Joseph veille sur eux. Mais ne les amenez pas me voir. Pas encore. Il lui ressemble trop. C'était une chose difficile à dire, mais c'était la vérité. J'étais prêt à payer pour leur avenir, mais je n'étais pas prêt à avoir les fantômes de mon frère courant dans mon salon. La guérison prend du temps. Je suis sorti de ce café en me sentant plus léger. J'avais dépouillé mes parents de leur richesse non méritée. J'avais mis mon frère derrière les barreaux, et je m'étais assuré que la prochaine génération n'aurait pas à mourir de faim ou à mendier. J'avais acheté l'entreprise pour $1. Mais le coût du nettoyage du désordre était inestimable. 5 ans plus tard, l'air du soir sur la terrasse sur le toit de la tour JNL était chaud et sentait le jasmin et la pluie de la ville. En dessous de nous, la ville était une grille de lumière dorée, un circuit imprimé vivant et respirant d'énergie. Mais ici, c'était un sanctuaire. C'était le 21e anniversaire de Lily.
Les invités se mêlaient, un mélange de ses amis de l'université, de mes partenaires commerciaux et du personnel de la pâtisserie qu'il avait vu grandir. Il y avait des rires, le tintement des verres en cristal et un groupe de jazz qui jouait doucement dans un coin. Mais tous les yeux étaient tournés vers le centre de la terrasse. J'avais construit un autre gâteau. Celui-ci n'était pas un château. C'était un jardin. C'était un chef-d'œuvre à 5 étages qui ressemblait à une vigne en spirale. Et recouvrant chaque centimètre carré, il y avait des orchidées en sucre. Des centaines d'entre elles, blanches, violettes, tachetées, roses vifs. Mais cette fois, les orchidées n'étaient pas fragiles. J'avais utilisé une nouvelle technique que j'avais développée, fusionnant le sucre avec une trace de gomme comestible pour les rendre flexibles, résilientes. On pouvait les plier, mais elles ne se cassaient pas. Lily s'est approchée du gâteau. C'était une femme maintenant, grande, gracieuse, avec une confiance qui rayonnait d'elle. Elle terminait son diplôme d'ingénieur en structure, suivant mes traces, mais avec un sens du design qui surpassait même le mien. Elle portait une robe d'un bleu nuit profond, qu'elle avait achetée avec son propre argent de son salaire de stage. Elle a passé doucement un doigt sur l'un des pétales de sucre. Elle n'a pas tressailli. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement de l'appréciation. C'est une perfection structurelle, papa, a-t-elle dit en me souriant. Le porte-à-faux du 3e étage. Risqué, mais brillant. J'avais un bon consultant, ai-je fait un clin d'œil, trinquant mon verre de champagne contre le sien. Tu sais, a-t-elle dit, sa voix baissant un peu pour que je sois le seul à entendre, j'ai reçu une lettre de la prison aujourd'hui. Mon sourire a légèrement faibli. Marcus. Il est éligible à la libération conditionnelle dans 6 mois, a-t-elle dit. Il a écrit pour dire qu'il a trouvé Dieu et veut faire amende honorable. Il n'a pas trouvé Dieu, ai-je dit sèchement. Il a découvert qu'il est fauché et qu'il a besoin d'un endroit où crécher. Lily a ri. C'était un son libre, sans fardeau. Je sais. J'ai brûlé la lettre. Je ne l'ai même pas ouverte complètement. J'ai juste vu l'adresse de l'expéditeur et je l'ai jetée dans la cheminée. Et tes grands-parents, ai-je demandé. Je demandais rarement de leurs nouvelles. J'ai entendu dire par un cousin qu'ils sont toujours dans ce petit appartement, a dit Lily en haussant les épaules. Papy regarde la télé toute la journée. Mamie se plaint à quiconque veut bien l'écouter de la façon dont son fils ingrat a volé son héritage. Ils sont malheureux, papa. Mais ils sont malheureux ensemble. Elle m'a regardé, ses yeux intenses. Est-ce que tu te sens parfois mal d'avoir tout pris? J'ai regardé la ville. J'ai pensé au billet de $1 que j'avais fait glisser sur la table en acajou. J'ai pensé à la Lamborghini remorquée. J'ai pensé à l'appartement en sous-sol où nous mangions des œufs brouillés pour le dîner pendant 3 ans. Non, ai-je dit honnêtement. Je ne me sens pas mal. Je me sens équilibré. Équilibré, a-t-elle répété en hochant la tête. Ils avaient le choix, Lily. Chaque jour, ils avaient le choix. Ils ont choisi la voiture plutôt que l'enfant. Ils ont choisi le mensonge plutôt que la vérité. Tout ce que j'ai fait, c'est leur tendre un miroir. S'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu, c'est leur problème. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Regarde cette fête. Regarde ces gens. Sterling est là-bas, il danse mal. Elena est sortie de sa retraite juste pour glacer ce gâteau. Rebecca t'a envoyé une carte. C'est ça, une famille. Les gens qui sont présents, a dit Lily. Exactement. Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Les gens citent ça mal tout le temps. Ils pensent que ça veut dire que la famille passe avant tout. En réalité, ça signifie que les liens que vous choisissez de créer, le sang versé ensemble au combat ou dans l'épreuve, sont plus forts que la biologie aléatoire de la naissance. Nous avons versé un peu de sang, a dit Lily en touchant inconsciemment la fine ligne blanche, presque invisible, sur sa joue. Et nous en avons construit une forteresse, ai-je répondu. J'ai tapoté mon verre avec une cuillère. Le brouhaha s'est calmé. Un discours, a crié quelqu'un. J'ai regardé la foule. J'ai regardé ma fille, debout, grande et intacte, face à la ligne d'horizon. Je n'ai pas de long discours, ai-je dit, ma voix portant clairement dans l'air nocturne. J'ai juste un toast. J'ai levé mon verre. Aux choses qui se brisent, ai-je dit. Et aux mains qui sont assez fortes pour les reconstruire, meilleures qu'avant.
aux architectes de nos propres vies. Et à ma fille, Lily, la structure la plus solide que je connaisse. À Lily, a acclamé la foule. Alors que la musique reprenait et que le gâteau était coupé, avec un vrai couteau cette fois et avec joie au lieu de méchanceté, j'ai pris du recul. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Mon père m'avait mis à la porte parce qu'il pensait que j'étais faible. Il pensait que parce que je travaillais avec mes mains, parce que je me souciais des détails, parce que j'aimais un art efféminé comme la pâtisserie, je n'étais pas un homme. Mais il avait tort. Il faut un homme pour construire un gratte-ciel, mais il faut un père pour construire un foyer à partir de rien. Il faut de la force pour frapper un tyran, mais il faut du pouvoir pour démanteler son monde entier sans lever le petit doigt. J'avais gagné non pas parce que j'avais l'argent ou l'entreprise ou la Rolls-Royce. J'avais gagné parce que ma fille souriait. J'ai pris une bouchée du gâteau. Il était sucré, avec une pointe de vanille et de résilience. Il avait le goût de la victoire.